Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On fait la dernière émission intraday de la semaine. Demain, on reprendra évidemment les clôtures swing pour nos amis à un peu plus moyen terme. Et donc, on va garder ce setup qui me paraît pas mal. Donc, on commence un petit coup d'œil sur le calendrier économique. Donc, S&P 500, Eurostoxx, Dow Jones et DAX en bas à droite. Ce matin, des statistiques zone euro, évidemment, cet après-midi. La BCE, donc un TLTRO qui est pricé par le marché, on ne va pas se leurrer. Donc on est sous résistance. Pour moi, il n'y a qu'un effet déceptif qui puisse arriver. Peut-être le montant plafond de ce truc-là, parce qu'il faut quand même mettre un plafond, je pense. Sur un LTRO, ce serait quand même pas mal. Maintenant, voilà, donc on va parler après d'un autre truc, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se posent la question. Et je l'ai reçu par mail hier. J'ai pas répondu, donc je réponds publiquement du coup ce matin. La personne qui me disait pourquoi vendre les indices si on continue d'avoir un assouplissement monétaire de la part des banquiers centraux. Alors il faut bien être conscient d'une chose, c'est pas parce que les banquiers centraux sont accommodants que les bourses montent obligatoirement. Il peut très bien d'ailleurs se produire l'effet inverse, c'est-à-dire le marché qui se pète la gueule et les banquiers centraux qui sont de plus en plus accommodants. Ça, c'est ce qu'on appelle un schéma récessif, c'est-à-dire que les banquiers centraux sont là pour soutenir l'économie, l'activité économique. Mais les bourses, elles, se pètent la gueule. Je vous rappelle que la bourse, c'est l'anticipation de l'économie dans X trimestres. Donc évidemment, on voit toujours le meilleur, et quand il y a le pire à pricer, on voit le pire aussi plus vite. Donc il faut être conscient que ça n'est pas du tout incompatible. L'un ne veut pas dire l'autre va forcément monter. Donc attention à ne pas vous tromper, à ne pas dire on ne vend pas parce que les banques centrales sont accommodantes. Ça ne veut strictement rien dire. Le marché sont les anticipations futures de l'économie. Si on anticipe que l'économie se contracte, les prix baissent. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Après, les banques centrales, leur rôle, c'est d'assurer la circulation de l'argent, en tout cas de la facilité, quand évidemment on va au-devant de crispations. Mais on peut très bien avoir un soutien à l'économie pour maintenir un niveau de roulement minimum sur l'économie, mais tout à fait se péter la tronche sur les attentes de marché. Et je pense que c'est très clairement le cycle dans lequel on va se diriger. À savoir, tout le monde pense que les banquiers centraux vont sauver le marché de la récession, vont sauver l'économie de la récession. Moi, je pense qu'on va avoir un ralentissement de la croissance durable, probablement 2 à 3 ans. Ça n'empêchera pas les marchés de remonter avant la fin de ce truc-là, mais je pense qu'il n'y a rien à espérer de mieux pendant 2 ans, et comme on a pricé le meilleur, eh bien malheureusement il faut revenir aux moyennes. Raison pour lesquelles je pense que nos marchés financiers, gavés de risques, vont malheureusement devoir dégonfler les bubules en espérant qu'elles n'implosent pas. Donc voilà, les signaux sur les marchés pour moi sont clairs, nets et précis. Alors aussi bêtes que soient les marchés américains, si on prend le reste du monde, c'est-à-dire si au lieu de l'Eurostoxx 50 ici, je vous prenais à savoir, allez, un marché chinois, voilà, le Nikkei, on voit bien pour moi la même structure partout, c'est-à-dire ces fameuses consos en 2 vagues, même si je pensais que sincèrement par là on était déjà mature. Non, on en fait donc la semi-vague, on en colle une deuxième. Globalement, 50% de retracement au Japon, 38% de retracement en Europe, alors un peu plus sur l'Eurostoxx 50 du coup, voilà, hop. Donc l'Eurostoxx 50 s'est offert 50% de retracement lui aussi. Donc on est en moyenne 50% de retracement Europe et Japon. La Chine, on va regarder ce que ça nous donne. Au Shanghai Composite, combien il retrace? 61% pour les Chinois, mais pareil, que ce soit que vous ayez envie que ce soit acheteur ou non, ça ne change rien à la musique. Il y a bien 2 vagues. Alors évidemment, celle-là, elle est catalysée par le deal, patati patata, ce que vous voulez. Mais en attendant, le deal, on en entend parler depuis. Enfin, les pressions sur la Chine, voilà, on va dire, c'est depuis là que franchement, ça commence à devenir très fort. C'était mars, voilà. C'est le moment où effectivement, voilà. Bon, donc c'est-à-dire que là, en fait, on est revenu au même niveau qu'avant les pressions américaines. Donc, est-ce qu'il y a encore à pricer du deal? Non, parce que faut pas vous attendre à ce que ce soit mieux qu'avant en termes de conditions commerciales. Ça va juste être au mieux la même chose, c'est-à-dire en gros, Trump a tapé du poing sur la table, mais il obtiendra que dalle si ce n'est un retour en arrière, et il va devoir retirer ses tarifs. Donc voilà, de toute façon, je ne pense pas qu'ils n'obtiendront grand-chose de la Chine à long terme, puisque si on va vers des contractions économiques, autant vous dire, au bout d'un moment, c'est toujours me first et les autres derrière. Et vous croyez-moi, Trump le dit ouvertement, mais c'est la même chose pour les Chinois. Ils vont vers une économie plutôt ralentissante, ils vont évidemment privilégier les intérêts
intérêts nationaux avant les galipettes de Trump. Donc, moi, c'est ce que j'en pense, hein, que quoi qu'il arrive, deal ou pas deal, ça va être un truc qui servira probablement à rien, si ce n'est retirer les taxes américaines et obtenir peut-être quelques petites choses en contrepartie, mais très sincèrement, on a eu la balance commerciale hier, ça n'a absolument rien changé du tout. On voit que quoi qu'il arrive, malgré les pressions, la balance commerciale reste clairement déficitaire pour les États-Unis, et c'est comme ça depuis des années, donc il n'y a pas de raison que ça change, que ça, on va dire que ça ralentisse un petit peu éventuellement, mais on voit plutôt que ça a tendance à accélérer. Donc en gros, à quoi ça a servi les jérémiades de notre ami Trump? Ben, à rien, à chercher un coupable. C'est aussi simple que ça. C'est la politique populiste de base, hein, qui revient à dire si on souffre, c'est parce que les vilains chinois nous volent nos métiers. Si vous êtes au chômage, c'est la faute des vilains chinois et aussi de la faute des vilains mexicains de la frontière du sud. Alors que bon, bah, c'est tout simplement que, effectivement, comme très bien traité d'ailleurs par John Oliver, pour ceux qui sont anglophones ou bilingues, voilà, hein, Last Week Tonight, très très belle couverture, hein, du problème justement des emplois aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec avec le Mexique et encore moins à voir avec les Chinois, mais tout simplement à voir avec l'automatisation des marchés divers et variés, hein, qui revient à dire que le marché de l'emploi, il en souffre tout simplement parce que les jobs sont remplacés par des robots. Et c'est aussi con que ça, mais voilà, Amazon automatise ses entrepôts, Apple construit des trucs où il n'y a que des robots, les chaînes de montage de voitures sont quasiment pratiquement tous robotisées maintenant, donc oui, évidemment, ça supprime des emplois, mais c'est pas la faute des Chinois, voilà, c'est aussi con, enfin c'est con de penser ça comme ça. Mais bref, voilà, c'est le délire populiste, hein, qu'il faut voir pas trop loin en termes de vision, et puis il faut toujours dénoncer un coupable responsable de tous les malheurs, puisqu'évidemment ce n'est jamais ce ne seront pas les Américains responsables de la perte de leurs emplois. Bien non, il faut trouver un vilain méchant. Donc c'était la Chine, on a tapé dessus, mais soyez bien conscients que les Chinois savent très bien que bon, c'est pas eux les responsables, hein. Donc bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc faites attention, hein, quoi qu'il arrive, le deal, c'est surtout de dire, bon, il nous a fait chier Trump avec ses caprices, il aura obtenu un petit quelque chose, c'est bien, c'est déjà mieux que rien, mais en réalité, ça risque de pas durer longtemps. Par contre, ce qui leur coûte un bras chaque année, c'est bien entendu leur taxe pleine. Ça, c'est pareil, hein, c'était joli sur le papier. Mais quand on va faire les comptes, ça va forcément être un peu moins bien cette année. Je parle pour le gouvernement fédéral, hein, donc pour le dollar, on va vite le sentir également, hein. Trump veut un dollar fort, mais pas trop fort. Rassurez-vous, il va bientôt se prendre la contrepartie de ses bêtises. Donc, quoi qu'il en soit, le marché est enfermé pour ma part dans des ranges, à savoir, on ne va pas non plus tout de suite repartir en ligne droite. On voit très clairement que les US vont tenir et vont vouloir tenir ce support ici, qui a un gros cluster vers les 38% de retracement. On a du volume ici, donc il va falloir passer du temps. Donc attendez-vous à ce que, si on vienne là, il y ait quand même un soutien du marché, très probablement, pour essayer de sauver le mulet. Et derrière, on verra si on peut se péter la tronche. Moi, c'est le schéma que j'ai pour l'instant. Le cluster technique à revenir visiter ici, c'est ici que les distorsions sont introduites aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est ici qu'il fallait commencer à vendre. Et puis ça, c'est que de l'arrachage. Merci Powell et merci les stops des vendeurs. Mais je ne pense pas nécessairement que ça nous amène bien plus loin. On a bien échoué sur le S&P 500 sur les éventails Fibo, donc pour l'instant je vois pas la moindre raison de, hein, voilà, ça a tenté, on a mis tout ce qu'on pouvait, on a essayé de chasser tous les vendeurs, il n'y a plus de jus, ça tombe, et c'est mécanique. Le Dow Jones tombe plus vite que le S&P 500 pour l'instant, il est déjà sur 14% de retracement, le S&P n'y est pas encore. Je pense que sincèrement pour moi il n'y a pas de support avant cette zone donc des 38,2, hein. Je vois difficilement comment on pourrait s'affranchir de revenir sur ces zones cluster. C'est les moyennes, c'est un peu tout, hein. Donc voilà, en gros on vend un peu la nouvelle, on digère et on verra bien ce qu'il en est derrière. Si ce marché est haussier, bah, il est haussier, tant mieux pour lui. Moi en tout cas normalement d'ici là je devrais être en mesure de gérer mes risques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, patience, hein, vous attendez pas à ce qu'on soit peut-être là dans 2 jours, hein. C'est pas parce que c'est monté vite que ça doit descendre très fort. Au contraire, le but c'est d'écrabouiller la volate. Donc vous avez bien compris qu'il va falloir rester cool et détendu sur les ventes, en savoir, bon, ça va monter, ça va descendre, mais on risque de retracer assez fortement les vagues baissières. Donc qu'est-ce que ça veut dire en intraday?
Ça veut dire que si on passe en horaire, d'accord, il faut être conscient que là pour l'instant c'est 61% de retracement et qu'on risque de se refaire des retracements intégraux à chaque fois. C'est-à-dire, ah là, non, 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 on veut pas baisser, mais on baisse quand même. Ouais, voilà, on baisse un coup, on enfonce, ok, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, 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 on veut pas baisser, donc on retrace 61% de toute la baisse. Voilà, donc il faut vous attendre à ce qu'on aille de plus en plus bas, hein, ça c'est mécanique, qu'on ne franchisse jamais ce sommet, mais évidemment, on va faire parler les cons entre-temps. Donc ça veut dire quoi? Comment on aborde ce genre de marché? Bah, comme on aborde le marché en daily, à savoir un range baissier. Ça veut dire que ceux qui veulent acheter peuvent le faire. Moi, je m'amuserai certainement pas à foutre le moins d'achats là-dedans parce qu'il suffit qu'il y ait la moindre mauvaise nouvelle un peu catalysée ou Black Swan ou un truc comme ça. Une faillite, hein, voilà, un truc comme ça peut sortir à tout moment étant donné les conditions de crédit aux États-Unis. Il y a une grosse bulle de crédit corporate gonflée au QE et tout ce que vous voulez. Donc ça, si ça explose, c'est des faillites en chaîne et ça peut faire très mal. Hein, voilà. Donc moi, j'achète pas parce qu'il y a ce risque-là. Je reste vendeur des grosses capis qui peuvent en souffrir assez fortement. Et puis je suis patient. Voilà. Je pense que ce marché va continuer de se dégrader, donc il faut rester vendeur, mais il ne faudra pas oublier la gestion du risque, c'est-à-dire que soit vous jouez la pyramidalisation de la vente, c'est-à-dire vous encaissez un peu sur les supports pour revendre à chaque fois les niveaux de retracement, soit vous êtes patient et vous ne touchez pas, c'est-à-dire qu'il faut rester vendeur. Pour moi, les prix vont se dégrader, c'est clair, mais il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit fait d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà, c'est possible, mais ça me semble quand même peu probable étant donné les contextes de volatilité. Donc soit il y a un catalyseur qui arrive, soit je vous dis on continue de digérer ce deal voilà, parce qu'un coup c'est positif, Trump nous dit c'est génial, c'est pour demain, puis le lendemain vous avez l'Itizer qui arrive qui dit ah ouais pas vraiment tout de suite, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, ça, ils vous baladent, il faut bien comprendre que ils nous prennent pour des cons, ils ne font pas de la politique pour la politique, pour le peuple. Ils font de la politique pour eux-mêmes, voilà, pour être réélus. Et d'ailleurs, je lisais hier un article. Trump base sa possible réélection sur sa magnifique performance sur les marchés. C'est-à-dire que Trump pense que c'est lui qui est bon pour l'économie américaine et que c'est lui qui fait monter les marchés. Mais vous vous rendez compte de la bêtise du truc. Il a créé l'effet conjoncturel le plus dangereux qui puisse exister, c'est-à-dire de donner des conditions extrêmement favorables en fin de cycle, là où justement il faut durcir le ton pour éviter les bulles. Donc lui, il a fait quoi? Il a alimenté des bulles qui étaient déjà assez gonflées. Et évidemment, le résultat, c'est que d'après l'euphorie viendra la panique. Hein. Donc il a créé l'euphorie, attendez-vous à ce qu'il subisse la panique avant la fin de son mandat. Donc moi, je reste toujours dans ce schéma-là. Trump ne change absolument rien, ça n'aura été qu'un catalyseur d'émotion. Autrement dit, moi, je pense qu'on se retourne sur les marchés depuis déjà 2 ans et qu'on va le faire. Trump nous a collé une petite euphorie au début, il paiera le prix par une panique exacerbée sur les US à un moment donné. Donc, moi, je reste vendeur tant que je n'ai pas vu la panique aux États-Unis. Après, on pourra peut-être normaliser. Alors, en intraday, donc les objectifs pour l'instant sont réalisés, sont en recherche d'objectifs. Donc, on va revenir sur les zones européennes. Donc, le DAX, moi, qui a été pris perfecto, pas tout à fait, mais à peu près par là où il y a le prix, là. Non, là, c'était Eurostoxx 50, on avait dit. Voilà. Donc, l'Eurostoxx 50 est venu chercher son gap, comme prévu. Hein, on avait dit ici, attention, il y a le gap. Voilà, donc, bim, Eurostoxx 50 et DAX, je les ai pris donc pile poil sur les niveaux que vous avez là. Et pour l'instant, tout se passe bien. Les objectifs sont en phase de réalisation. Sur le DAX, je vise toujours le contact de la zone horaire, ce support majeur, là, hein, par là. Donc, je pense que la zone des 420 me semble très atteignable. Cette zone-là, hein, voilà, on voit le support. Là, ça, c'est de la piercing line. Donc, je dirais, voilà, par là, c'est cette zone-là, moi, que je vise. Alors, vous pouvez prendre une zone. Hein, je sais que c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent les zones. Ça vous donne au moins une portion d'intervention. Voilà. Moi, je dirais par là et voir si on ne peut pas glisser dessous. On risque de glisser pour venir chercher le Fibo 38.2 qui se trouve à 368. Voilà, donc le DAX, moi je pense que ça dérouille. Ici évidemment quand on va commencer à passer, et ça commence, hein, on va aller un petit peu plus vite. On voit bien le schéma, hein, donc pour moi on vise des extensions, hein, tout ce qui est de plus simple dans ce marché. Là pour moi il n'y a pas de raison de s'inquiéter avant à peu près les 127 voire 161. Donc voilà, moi je dirais soit cette zone-là, si c'est plutôt boule, pourquoi pas, hein, réagir ici, c'est pas impossible. Ça me semble quand même un peu costaud, mais bon, pourquoi pas. Je pense quand même viser sans problème ici cette zone-là, hein, plutôt des 400, 11 400. Voilà, donc plutôt le bas de la zone, je dirais, éventuellement à surveiller sur ce marché. Voilà, hop. Donc
grosse zone là. On va y arriver. Putain, chier ces ancrages à la con. Bon voilà, donc en gros la zone 127-161 d'extension de la première vague de baisse. Et j'aimerais bien donc effectivement en voir une troisième derrière, à savoir donc ici, hop, une vague qui dérouille, ça remonte un coup, et j'aimerais bien voir une petite push en plus, voilà. Pour finir, donc 5 vagues de baisse, montrer qu'il y a un sentiment vendeur, et j'aimerais qu'on glisse sous le bas de la zone, sans nécessairement générer des trades en breakout. Et donc voilà, hier l'objectif était d'essayer de choper des pullbacks, ce qui a donc été fait, et aujourd'hui l'objectif c'est de trouver des breakouts. C'est-à-dire qu'on est sur les supports et je pense qu'on peut jouer des trades en breakout en intraday sur les UT d'un petit peu plus court terme. Donc je vais essayer de choper des setups intéressants pour ce faire. Alors attention, S&P 500 ça arrive sur des zones support, normalement on doit les casser, donc attention, mais le exit là c'est pas non plus, voilà, là il y a quand même un signal viable. Moi je vois la target ici, ce qui me laisse à penser que quand même on va peut-être essayer d'y aller, hein. Il reste 5 minutes quand même sur la bougie, donc vous ne faites pas non plus avoir, mais il me semble qu'il y a quand même des aspirations plutôt baissières ce matin. On va voir s'ils vont essayer de sauver le mulet, hein, on est bien d'accord, le principe est de dire il ne faut pas que ça baisse trop fort, hein, pour l'instant, le sentiment n'est pas encore totalement bear. Donc si ce matin ça tente le double bottom, ce qui n'est pas impossible encore une fois, ne vous extasiez pas avec les ventes, ça peut très bien tenir pour l'instant. Moi je ne vois pas de raison de racheter ces marchés, donc je n'achète pas, hein, mais je garde mes stops très loin. Pour moi là, tant qu'on ne déborde pas les 11 662, il n'y a rien à... Mes stops restent là, voilà. Je n'ai pas abaissé les stops pour l'instant. Je ne suis pas encore sur des renforts, j'attends toujours. Ça, je dois dire que pour moi, c'est des étapes de validation. J'aimerais qu'on confirme justement par des breakouts aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je ne trouve pas de setup pour en breaker. Donc en 15 minutes, ça ne veut pas breaker pour l'instant. Mais voilà, là, ce qui serait pas mal ce matin serait donc le petit rebond du DAX pour venir chercher le canal de tendance. Vous voyez, donc contexte, tendance, rejet, breakout. Voilà, moi ce serait ça l'objectif. Donc de dire ce matin, on les laisse former un petit support en 15 minutes. Hein, on laisse du coup les US remonter. Et après, boum, on enfonce et les US viennent chercher sous 25 500 sur le dos. Et le DAX, normalement, nous enfonce jusqu'aux objectifs à 465. Donc peut-être que cet après-midi, hein, voilà, on voit bien là en 15 minutes qu'ils n'ont peut-être pas super chaud pour faire grand-chose. Donc peut-être la remontada sur toute la matinée en Europe pour se faire enfoncer cet après-midi par les US un peu plus violemment. Voilà pour moi le sentiment. Donc ce matin, rien à faire, hein. Moi je ne joue pas les achats ici. Ceux qui veulent le font, mais moi pour moi dans des ranges baissiers, étant déjà à la vente, je ne vois même pas l'intérêt de prendre des profits ici. Donc moi j'attendrai soit le breakout direct, hein, c'est-à-dire on enfle direct ce matin sur la session européenne, on va chercher les objectifs, soit donc une petite remontada pour jouer un breakout cet après-midi ou en fin de journée par les Américains. Donc voilà pour moi le scénario intraday. Donc attendre le contact des canaux de tendance sur le DAX, qui me semble être parmi les plus faibles, donc parmi les plus intéressants également aussi pour ces ventes. Sur les États-Unis, quels seraient les objectifs de mes shorts? Je crois vous les avoir donnés hier, mais on va les répéter. Voilà, pour moi, 14,6 ici, la target, ça me semble être l'objectif à viser au minimum sur le S&P 500 pour des trades intraday. Vraiment le stricto minimum, hein, voilà. Et si ça devait dérouiller un peu plus fort à Wall Street, ce qui ne me surprendrait absolument pas, puisque là on est quand même sur des structures de type double top, hein, on va se mettre en 4 heures, vous les verrez mieux, voilà. Je vais me mettre en grand, hein, voilà. Pour moi la structure ici c'est quasiment du double top, donc attention, hein, ce genre de truc en général, quand ça dérouille, boum, ça peut enfoncer fort, hein, jusqu'au support ici des 23,6. Vous voyez qu'il y a quand même assez peu de volume sur ces zones-là. Donc voilà, moi je dirais que l'action de prix ici reste plus ou moins pernicieuse. Les momentum sont baissiers, donc je ne vois pas de raison de jouer la contre-tendance à l'achat, surtout après avoir essayé de vendre si longtemps. Hein. C'est le piège à la con, hein, de dire « Ah, maintenant qu'on baisse, allez, je vais jouer de la contre-tendance à l'achat. » Bon, non. Moi, j'avais un scénario global à la vente, raison pour laquelle j'étais contre ces tendances haussières pernicieuses qu'on a eues ce début de l'année. Maintenant qu'on repasse à la baisse, je ne vais pas m'amuser à acheter. Hein, voilà. Donc je joue tranquillement la dégradation du sentiment acheteur dans ce cycle vendeur en 4 heures, en 1 heure, enfin voilà. Pour moi on est vendeur sur toutes les UT, mais c'est le début, les mecs vont rien lâcher, je vous dis, ils vont essayer de retracer à chaque fois.
Donc, soit vous gérez les risques pour revendre, soit vous êtes patient. Voilà le symptôme que j'ai à vous décrire, que je vous décrirai demain évidemment en swing, puisque c'est c'est la psychologie qui est pour moi à aborder dans les prochains jours. Ne pas vous laisser enfumer par des rebonds qui pourraient être assez puissants, hein, c'est-à-dire ils vont tenter tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent pour imprimer un sentiment haussier, hein, à savoir, bam, je peux très bien faire ça aujourd'hui le S&P 500, et pour autant ça finira en bas, plus bas demain. Hein, voilà. Donc ne pas vous faire enfumer par les rebonds, gérez bien vos risques, n'abaissez pas trop vite les stops. Et pour l'instant, hein, pour moi, côté États-Unis, le stop doit rester toujours sur le sommet. Hein. C'est-à-dire que bah là, on je vous dis pas à l'abri que le marché vienne remonter 61%, et puis ici, avec un petit coup d'euphorie, une petite news. Vous avez bien compris que Wall Street fait tout pour s'euphoriser. Et derrière, vous avez Trump qui fait tout pour euphoriser Wall Street. C'est un duo qui est absolument dangereux, hein, puisque ça polarise le sentiment de marché sur des fausses informations. Hein, Trump, il ment au marché. Il faut bien utiliser les bons mots. Hein. Trump manipule les marchés. La manipulation, ça crée des distorsions. Les distorsions se paient toujours. Je vous l'ai toujours dit. Jouer la manipulation, c'est un jeu très tranchant qui se retourne toujours contre la personne qui l'initie. Donc, pour moi, Trump, aucun doute qu'il paiera et qui sera la risée des marchés tôt ou tard. Mais pour l'instant, il se sent tout puissant. Laissez-le le faire. Voilà. Par exemple, typiquement, cette ligne de tendance va être testée, puis, bam, voilà, on vous la déborde un petit coup pour vous emmerder, et puis ici, si on vous met une petite mèche au-dessus pour venir péter quelques stops, pourquoi pas. Voilà. Bon, pour les plus agressifs, ici, il y a la pattern de stop. Donc, je dirais qu'en 15 minutes, normalement, ici, vos stops sont safe pour l'instant en 15 minutes. Mais moi, je n'ai pas vraiment envie de mettre mes stops là. Voilà. Hein, pour la simple et bonne raison que ils ont plutôt envie d'installer des ranges et ils ont plutôt envie de casser les couilles à tout le monde. Autrement dit, si vous n'êtes pas patient et que vous êtes trop agressif, vous vous ferez baiser autant que vous l'avez pu vous faire niquer sur la phase de hausse. Donc toujours le même sentiment pour ma part. Beaucoup de patience requise et surtout rester sur des leviers modérés pour pouvoir vous ajuster en cas de volatilité. On est dans un marché qui digère tout ce qui lui arrive dedans entre les manipulations et les mauvais chiffres économiques. Donc forcément, c'est plutôt illisible et en plus de ça, imprévisible et volatile. Donc vous jouez les swings, pour moi je maintiens, ce qui est emmerdant, c'est à court terme, c'est très brouillon. Il y avait des trades à faire dans les derniers jours, ils commencent à se diriger vers les objectifs, mais je pense qu'il ne faut pas couper ces trades. C'est-à-dire que même si on risque de remonter proche des prix d'entrée, je pense qu'il faut le subir parce que pour moi les objectifs sont plus bas et je ne vois pas l'intérêt de sécuriser des trades ici. Voilà. Moi je suis agressif, après je prends le risque, hein, mais normalement les profils faible risque ici, vous êtes en train de commencer à réduire un petit peu la voilure. Hein. Normalement pour vous le exit hier, là, même pas, puisque en fait il n'y a pas de consensus. Hein, mais voilà. Pour moi tout ça, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est juste de l'inintérêt le plus total et je vois encore des dégradations à venir. Donc un peu de patience et puis si ça remonte, ça remonte. Maintenez vos stops suffisamment loin pour ne pas faire partie de ceux qui sont forcés de se racheter sous des résistances. Et puis voilà. Donc patience. Moi je pense que ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu, hein, à savoir. Donc tranquillement se dégrader vers les zones. Hein, voilà, là, vous voyez qu'il n'y a pas de volume, donc on tente de passer, mais c'est mou. Hein, voilà, ça manque de conviction vendeuse, mais je vois plus de conviction acheteuse non plus. Donc, possible qu'on revienne faire mumus dans le range, mais pour ma part, voilà. Et donc, je vous l'ai mis hier soir sur Twitter. Je vous en parle ce matin. Voilà, hein, pour moi, c'est juste ça. C'est l'horreur pour les ricains, hein, c'est-à-dire le Dow Jones, le fer de lance des États-Unis, l'actif le plus haussier, hein, voilà, en hebdomadaire, sans commentaire. Alors l'hebdo n'est pas encore clôturé, hein, il restera demain à faire, et vous vous doutez bien qu'ils vont essayer de sauver la mule. Mais là, théoriquement, c'est juste moche. Hein, on ne peut pas faire autrement. Pattern de stop la semaine dernière, avalement baissier cette semaine. À moins de changer radicalement le profil de ces clôtures d'ici la fin de semaine, pour moi c'est juste bear, que vous le vouliez ou non, hein, et ça peut même tomber très vite, hein, c'est-à-dire que là, je vous ai dit, je vous prépare au fait que ça peut prendre du temps, ça manque un peu de conviction vendeuse, mais si ça accélère la semaine prochaine et qu'on arrive sur les objectifs, c'est qu'on pourra viser plus bas encore plus vite. Hein, vous voyez, quand ça commence à baisser sur le Dow Jones, on ne fait en général pas semblant. Pour moi, hein, ça, c'était pas du tout un bottom sur le Dow Jones, c'est la formation d'un range. Pour moi, ce marché est maintenant bien bear. Je ne prends que des ventes à Wall Street parce que le risque est clairement à la baisse et que la moindre mauvaise nouvelle un peu catalysée risque de faire très très mal sur ces différents marchés.
Voilà donc le sentiment global et les sentiments intraday. J'attends des scénarios de breakout possibles en plutôt 15 minutes, me semble plutôt viable ce matin sur ces différentes unités de temps. Et donc j'aimerais bien que l'Europe enclenche un peu, hein, pour l'instant. C'est plutôt mou sur l'Eurostoxx 50. Mais donc voilà, attendre que ça confirme en Europe, et je pense que dès que l'Eurostoxx se dégrade, ça devrait être plus punchy pour nos amis les indices. Donc ce matin, la zone à traiter pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, bon, je vais faire mieux. Hein. Voilà. Donc c'est la zone cluster ici en médian. Si ça passe pas ici et qu'il n'y a pas de signaux, laissez remonter, hein, c'est-à-dire derrière, laissez revenir chasser une nouvelle fois, essayer de voir si ces marchés veulent... voilà. Pour moi, dans ce cas-là, il y aurait eu 2 coups à la baisse, j'aimerais bien un troisième, hein, mais attention, hein, pour l'instant, on voit que ça retrace profondément. Donc on peut très bien avoir sur le DAX, hein, même si ici on a réussi à marginalement casser le plus bas, hein, on peut très bien remonter tout un coup quasiment tout en haut, il ne faut juste pas casser ça, et derrière revenir faire ça. Voilà. On aura baissé en 3 coups, quasiment à plat, mais le job sera fait. Hein. Pour moi, l'objectif, c'est qu'on arrive à enfoncer 3 fois de suite en allant plus bas. Donc, si c'est ça le schéma, pas grave, hein, on va revenir chercher les prix d'entrée. J'ai dit, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Si ça ne réagit pas là ce matin, ne vous entêtez surtout pas à prendre un signal s'il n'y en a pas. C'est-à-dire, pas de signal 15 minutes là-dedans, moi je laisse tomber. Et je vous rappelle que les signaux de breakout doivent être des signaux rouges. C'est-à-dire que là, quand ça remonte, il faut que ce soit divergent, bear, mais il faut que ce soit un signal rouge. Un signal gris, ça ne se prend pas, pour ma part. Voilà, donc moi je laisse remonter, j'attends le cluster décisionnel ici avec un signal obligatoire. S'il n'y a pas de signaux là-dedans, il ne faut rien faire et ça ne passera pas. Et si ça ne passe pas, dans ce cas-là, je ne fais rien puisque j'ai déjà vendu cette zone hier. Je ne la revendrai pas au même prix pour éviter les surexpositions. Et le stop reste pour moi au-dessus du sommet pour l'instant actuel. Je réfléchis, est-ce que j'aurais pu oublier quelque chose ou pas ce matin non. Alors je surveille toujours l'AUDNZD, timidement, mais je le surveille, hein, vraiment. Alors pas en 15 minutes, hein, bien entendu. Ok, donc toujours au sein de ces schémas un peu pernicieux de baisse. Hein, donc pour moi, là, une 5. Et j'attends de voir si elle est finie ou s'ils nous remettent un petit push. Hein, parce que j'ai pas de signaux et un squeeze comme ça m'invite pas à être super chaud. Mais alors clairement, hein, ça là, dès que ça sort, si on sort de ce truc-là, qui est juste un gros biseau bien dégueulasse, hein, une grosse ending diagonale, mais elle est tellement propre qu'elle fait mal aux yeux. Franchement, moi, honnêtement, voilà, je vous dis, un truc comme ça, on en sort par le haut. Oh là là. Alors là, ce sera la fin des naricots sur la UDNZD. Hein, c'est-à-dire les mecs qui auront tellement essayé de faire tout ce qu'ils peuvent. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Voilà. Ça, honnêtement, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il reste peut-être, pam, le dernier petit push. 1,034 et compagnie. Donc moi, je ne serais pas encore super chaud. Mais voilà, sincèrement, ce truc-là, je pense que... Par contre, là, les sorties haussières m'intéressent clairement de chez clairement. Et alors là, on aura fini les structures de baisse les plus longues et les plus chiantes que j'aurais jamais vues sur cet actif, à savoir donc des consolidations hebdomadaires. Voilà, donc un ABC extrêmement long. Et épuisant tout ça pour finir au nord, comme il était prévu initialement. Autrement dit, mis à part me prendre des rollovers, ça n'aura servi à rien de baisser si loin et si longtemps. General Electric, puisque j'avais reçu des questions sur ça hier, ça baisse, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Je vous rappelle que General Electric, moi j'achetais en bas parce que je priçais le fait que le marché allait se péter un news flow positif. Là, donc c'est la hausse en bénéfice par action sur la réacquisition de je sais plus trop quoi là. Et forcément, le marché vend la news, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais est-ce que ce marché se maintient à la baisse? Pour moi, non. Hein. Là, la structure, c'est une structure de vrai épuisement. Ça, c'est une vague haussière, c'est une impulsion avec un news flow positif. Évidemment, là, le news flow négatif arrive. C'est toujours que là, on est dans les phases de range, préparation des tendances. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est positif, c'est négatif, c'est positif, c'est négatif. On balade les couillons, on balade ceux qui traitent les news. C'est-à-dire que là, ceux qui ont eu les bonnes nouvelles, ils achètent. Ah merde, le marché baisse, c'est con. Maintenant qu'on a les mauvaises nouvelles, on va arriver sur les supports. Ceux qui vendent les mauvaises nouvelles, ils vont se retrouver à vendre un support alors qu'il faut l'acheter. Donc moi, je pense qu'on est sur des pullbacks typiques vague 2. Regardez quand même les momentum hebdomadaires. Hein. Pour ma part, c'était grosse divergence déjà ici. Et en plus de ça, maintenant, on est en train de préparer un momentum haussier. Donc pour moi, le prochain coup, il reste à l'achat. Et je reste tout simplement, je laisse ce marché consolider. Donc ça, pour moi, ça prend la forme d'une première vague.
D'accord. Sans regarder, le canal de contexte en daily et fait la même taille que le canal de tendance. Donc ça, c'est synonyme d'une hésitation majeure sur différents time frames. On ne sait pas trop où on en est, pas de visibilité, range. Voilà. Donc moi, je ne me casse pas la tronche, hein. Ça reste haussier ce truc-là, mais on est pile poil en train de préparer des vagues 2. Donc je vois une vague de baisse, c'est clairement pas suffisant pour matérialiser un range digne de ce nom. Donc moi, je dirais en attend pour l'instant et j'attends sur ce support-là au maximum. C'est-à-dire, je vais mettre une alerte ici. Non, là, on fait ce que je devrais faire demain, hein, mais voilà. Je vais mettre une alerte ici pour surveiller des entrées acheteuses spéculatives. De toute façon, pour moi, le scénario, c'était de dire, bon, là-bas, j'avais pris mes buy and hold. Bon, bah, malheureusement, je suis toujours obligé de les buy and holder. Hein. Je ne vais pas les lourder. J'allais certainement pas les lourder ici. Là, j'ai repris les trades spéculatifs. Les trades spéculatifs ont été encaissés ici. Là, bah, la news en plus. Mais j'ai quand même pris les bénéfices par action. Hein. C'est-à-dire, même en CFD, on m'a rémunéré le bénéfice par action ici. Hein. Donc, voilà. Donc, hop, rémunéré, boum, ça chute. Je pense qu'on revient chercher le canal de tendance et de contexte. Hein. On revient faire mumuse. Sans regardez-moi ce merdier. Hein. Même à la hausse, maintenant, on est en train de tout arracher. Enfin, voilà. Donc, c'est complètement con, hein, dans les deux sens. Donc, on est bien sur un excès de marché dans toute cette zone-là. Et je pense donc la formation d'un creux majeur. Et derrière, sans problème, hein, revenir chercher les 16, me semble. C'est la dernière fois qu'on a traité les prix au-dessus de cette zone d'accumulation. Donc, l'accumulation, la phase de baisse exacerbée. Pour moi, on revient chercher la résistance supérieure. 16-17 me restent mes objectifs à moyen terme sur General Electric. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce matin, les cryptos ne bougent pas, hein, donc il n'y a pas raison d'en parler. Le VIX, toujours intéressant. Alors oui, on va terminer sur le VIX. Hein, donc voilà, le VIX qui matérialise donc une structure double bottom. Donc attention, hein, pour l'instant, on traite la zone de double bottom. Ne vous imaginez pas que les ricains voilà, ils peuvent très bien continuer à vous faire le petit bruit de merde là pendant quelques jours avant de réorienter la volate. Rendez-vous compte qu'on est à 15, hein, 15 de volate, c'est tranquillité, sérénité, c'est la moyenne historique du S&P, du VIX. Voilà. En sachant que, bon, voilà, hein, c'est vraiment tranquille, la moyenne du VIX, puisque je vous rappelle que sur, par exemple, si vous prenez 10 unités de temps, en général, on passe 8 de ces unités de temps à monter, hein, ce qui fait que la tranquillité, c'est plutôt le schéma, enfin 15, la moyenne, c'est plutôt un schéma ascendant normalement. Donc là, clairement, non, parce que de toute façon, on a tellement fait les cons sur la volate que voilà. Mais donc, je pense osciller autour des 15, on peut retourner au support, hein, 13,5, c'est pas impossible, même ça me paraît peu probable. Mais je pense qu'on est plutôt parti. Donc, soit doucement, on reconstruit un schéma haussier sur la volate, soit je vous dis, boum, ça vrille, on donne quelque chose au marché pour qu'il vende. Je ne dis pas un news flow négatif, mais moi je pense que sans catalyseur baissier, il n'y a pas de raison que la volatilité soit hors de contrôle. Je pense qu'ils vont essayer de nous jouer voilà, le marasme habituel, hein, c'est-à-dire de dire ah non, mais on s'écrase. Comprenez, la patience, c'est la sérénité dans le marché. Voilà, c'est de dire les banquiers centraux, du contrôle. On n'a aucune visibilité sur le marché, hein, qu'on soit bien d'accord. On ne voit absolument rien de rien. On est conscient qu'à tout moment, il y a un truc qui peut nous péter à la tronche. Mais on a donc ce schéma qui revient à dire tout va bien. Voilà. Bon, moi je crois qu'absolument rien ne va bien, puisque je vois bien les schémas d'accélération des crispations sur la volatilité, hein, c'est-à-dire que, regardez, hop, on se met là, on regarde ce que ça donne en termes d'amplitude, correction, alors, laissez-moi régler. Alors, ok, on est sur 38,2. Alors voilà. Donc on est à peu près sur du 38,2 en termes de timing, c'est-à-dire que ça a régénéré le pic de volatilité de la fin d'année à 38,2 du cycle précédent. Bon, bah, si on garde ce schéma-là, hein, à partir du dernier pic, ici, et celui-là, bon, bah voilà, hein, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein, c'est-à-dire que le prochain pic de volat, on pourrait se le taper en avril, fin avril. Attention, hein, fin avril, on est début mars, ça laisse quand même un mois et demi, 2 mois à faire, hein, donc soyez pas non plus extrêmement... Après, j'ai pris les pics, c'est-à-dire j'ai pris le moment où c'est la fin, donc c'est-à-dire que si on doit baisser et se taper la phase de panique à bord vers le 29 avril, il s'agit bien de vers le, hein, je ne donne pas des dates, je ne suis pas ce genre de crétin-là, mais donc voilà, gardez bien à l'esprit également que le schéma sur la volatilité, c'est de dire ouh là là, mais attendez, on ne va pas non plus faire baisser, on va pas non plus faire monter la volatilité. Je vous rappelle qu'en clôture, on voyait bien ça. Hein.
le triangle, c'est-à-dire que c'est d'une précision chirurgicale pour la clôture. Okay, donc notez bien que si épisode de volatilité il y a, et je pense sincèrement qu'il y en a un qui arrive, je pense qu'il cassera le plus bas de décembre, hein, mais je pense qu'on ne le cassera pas en clôture. À savoir, c'est... alors, hop, voilà. Je dirais un schéma où ça monte comme ça, hop, on corrige un coup, et bim, là c'est là où ça part en vrille, on monte un coup. Mais je pense qu'on ne cassera pas les 50. Je pense qu'on va s'arrêter entre 36 et 50, en mode vraiment panique à bord, mais les clôtures reviendront se faire ici. Donc là, un spike de volatilité, une journée avec une mèche basse, donc je pense sur ces supports. Puisque je vous le rappelle, pour moi ce serait le 3e coup à la baisse sur les US. Je suis désolé, on sort encore du scénario, là on ne fait pas de l'intraday, hein, mais voilà. Le but c'est de dire 3 attaques baissières, bam, bam, et la 3e extrêmement forte, extrêmement pernicieuse, panique à bord, hein, celle où évidemment là je pense qu'on revient sur les niveaux qui vont faire du mal, c'est-à-dire les niveaux de Trump, hein. On revient chercher les niveaux de son élection et on questionne donc son magnifique mandat en intégralité, hein. Le but est que normalement on ne va pas y passer très longtemps non plus, et ici donc je vous dis des grosses mèches basses, je pense en termes de des grosses mèches basses, et un vrai rebond construit et durable pourra se mettre en place derrière, puisque je ne pense pas nécessairement que on soit tout à fait bear, hein. Je pense qu'ici le but est d'ancrer les esprits que bon, Trump il a servi à rien en gros, hein, voilà. C'est de dire oui en fait non, voilà. Ça va être de faire parler sur la méchanceté de Trump, voilà. C'est le moment où Trump ça va être le vilain méchant et compagnie. Évidemment c'est le moment où Trump il est ce qu'il est, hein. Moi j'aime pas ce genre de personnage, mais il n'est pas non plus totalement incompétent. Alors il est dangereusement c'est pas le genre de personne qui aurait dû être présidente, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon avis, mais il reste quand même compétent sur certaines choses, hein, voilà. Puis il n'est pas tout seul, voilà, l'Amérique, c'est pas Trump. Et donc voilà, moi derrière, pour moi, toujours des schémas où normalement on devrait retracer assez profondément les vagues, hein. Et puis voilà, hein. C'est juste de dire, pour moi, voilà, Trump, ça c'est le marché que je pensais voir avec Trump. Ça, évidemment, c'est parce qu'il y a eu des rêves de Wall Street au début. Ça, c'est du Trump, voilà, c'est de l'émotion, du marché bruyant, volatile, et tout ce que ça implique avec. Donc là, on commence à rentrer, pour ma part, dans la phase où je pense qu'on paye, on va commencer à payer réellement le prix des choix passés, à savoir donc pour moi de la volatilité à venir. Avec un schéma un peu bruyant au début, hein, je vous dis, ça peut sans problème être très 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 agité sur cette zone-là, des swings assez brutaux. Mais je pense sincèrement que quoi qu'il arrive, la chute est à venir, et que comme le risque de cette chute peut être catalysé, parce que là honnêtement moi je pense que les moindres catalyseurs baissiers peuvent faire dérailler complètement le truc et complètement anéantir la confiance qu'on avait, hein, et les espoirs basés sur cette belle hausse depuis le début de l'année. Je pense que tout peut s'effriter aussi sec que c'est monté. Tout simplement, il suffit que les tensions commerciales avec la Chine se remettent à augmenter au lieu de régler les problèmes. Je ne vous raconte pas le carnage de Wall Street. Il suffit qu'il y ait un truc qui merde, que Trump redevienne agressif avec Xi Jinping ou un truc comme ça, et que d'un coup Trump, après vous avoir vendu son deal, commence à dire ah ouais d'accord, pas de deal, du coup on augmente comme promis les taxes avec la Chine. Tout le monde s'attendait à un deal, Trump augmente les taxes avec la Chine, je ne vous raconte pas le carnage sur les marchés. Et alors là, Powell, il pourra faire ce qu'il veut, il ne pourra plus rien faire. La mise à part lancer un QE, et ça fera catiser le merdier. Donc voilà, pour moi, tout est pricé sur le best. On a déclenché tous les espoirs, il n'y a plus que les déceptions possibles. Elles peuvent ne pas arriver, donc dans ce cas-là, la déconstruction des prix doit se faire progressivement avant de s'effondrer. Et donc dans ce cas-là, un schéma où la volatilité est maintenue sous contrôle, autrement dit, on oscille dans cette zone-là un bon moment, bam, derrière ça finira par tomber, hein. Soit je vous dis, on prend un catalyseur et on y va en ligne droite sans problème. Pour moi, de toute façon, les supports se trouvent bien loin. Il y a toujours les particuliers gonflés à l'achat. On fera le point là-dessus demain. Je vous souhaite une bonne matinée. Bye bye.